Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux matières naturelles et synthétiques destinées aux élèves de la deuxième année collège. On trouve dans notre environnement plusieurs matières qui constituent des corps solides, liquides ou gazeux, comme l'huile d'olive, le sel, le plastique, des médicaments et autres substances. Certaines sont d'origine naturelle et d'autres sont industrielles fabriquées par des chimistes dans des laboratoires. Est-ce que la chimie peut répondre aux besoins de l'homme? Quand nous respirons, nous consommons du dioxygène. Il est produit principalement par la photosynthèse, réaction chimique au sein des plantes vertes qui se déroulent naturellement. Utilisé dans les hôpitaux et aussi dans le découpage des métaux par jet du dioxygène pur, comment obtenir du dioxygène pur? Et si on le prépare dans les laboratoires, sera-t-il identique au dioxygène existant dans la nature? Le carburant que nous utilisons pour faire rouler nos véhicules est extrait du pétrole. Est-ce que le carburant est le seul dérivé du pétrole? Est-il naturel ou produit de synthèse? Pour répondre à ces questions, on va procéder comme suit. On commence par définir et donner des exemples de matières naturelles et de matières synthétiques. Puis, on va parler de la préparation du dioxygène dans le laboratoire, appelée synthèse du dioxygène. Et aussi, on va parler de la synthèse du dioxyde de carbone. À la fin, on va expliquer comment se fait l'extraction et le raffinage du pétrole ainsi que les utilisations de certains de ses dérivés. Une espèce chimique naturelle est une espèce qui existe dans la nature, formée spontanément sans intervention de l'homme, comme l'huile extraite des olives, le sucre extrait de la canne de sucre ou de la betterave, le caoutchouc extrait d'un arbre appelé l'hévéa, les métaux extraits des mines, l'ivoire des défenses d'éléphants ou de rhinocéros utilisés pour fabriquer des bijoux et de petites sculptures, le sel de cuisine extrait de l'eau de mer, la laine issue de la toison du mouton. La soie, c'est une fibre naturelle issue de la sécrétion des chenilles. Le coton est un tissu d'origine végétale issu d'un arbuste, le cotonnier. Le safran provient de la culture d'une plante appelée Crocus sativus. La pénicilline naturelle produite par les moisissures. Une espèce chimique synthétique est une espèce fabriquée par l'homme en laboratoire à l'aide des réactions chimiques. On distingue deux types des espèces chimiques synthétiques. Des produits dits synthétisés qui ont des équivalents dans la nature, c'est-à-dire l'homme reproduit une espèce déjà présente dans la nature, car les substances de synthèse sont moins coûteuses et plus disponibles que les substances naturelles. Par exemple, le dioxygène, le dioxyde de carbone, ou bien par synthèse, on peut aussi reproduire la molécule d'acide citrique contenue dans le citron, les arômes et les colorants alimentaires. On les appelle aussi des substances de synthèse. Retenons que la substance de synthèse a les mêmes propriétés physiques et chimiques que son homologue naturel. En revanche, certaines espèces chimiques ont été créées et inventées par l'homme. Leurs molécules ne se trouvent pas dans la nature. Bref, ils n'ont pas d'équivalent dans la nature. Une telle espèce est dite artificielle, comme par exemple le plastique, le verre, la peinture et les médicaments. Le dioxygène, gaz indispensable à la vie, peut être préparé au laboratoire par réaction chimique entre l'eau oxygénée H2O2 et une solution de permanganate de potassium acidifié KMNO4 de couleur violette. On place une solution aqueuse de permanganate de potassium acidifié, qui est un liquide violet, dans un flacon et on fait couler goutte à goutte de l'eau oxygénée
un liquide incolore. On observe que la solution violette se décolore au contact de l'eau oxygénée. Et il se forme un dégagement gazeux. On teste le gaz recueilli dans le tube à essai. Pour cela, on enflamme une allumette, puis on l'éteint en soufflant dessous de façon à ce qu'elle reste incandescente à son extrémité. On plonge l'allumette incandescente dans le tube à essai contenant le gaz à tester. La flamme de l'allumette se ravive, donc le gaz formé est le dioxygène. Et c'est le test de reconnaissance du dioxygène. On conclut que le permanganate de potassium acidifié réagit avec l'eau oxygénée pour former un gaz qui permet la combustion, c'est le dioxygène. Retenez que le dioxygène obtenu par réaction chimique est appelé dioxygène synthétique ou bien synthétisé. Il possède désormais les mêmes propriétés chimiques que son équivalent naturel, indispensable à la respiration et aux combustions. Passons à la synthèse du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone peut être préparé dans un laboratoire par réaction chimique de carbonate de calcium, CaCO3, avec une solution aqueuse de l'acide chlorhydrique, HCl. On place des morceaux de carbonate de calcium dans un Erlenmeyer et on fait couler goutte à goutte de l'acide chlorhydrique. On observe la disparition progressive du carbonate de calcium et il se forme un dégagement gazeux. Le gaz formé trouble l'eau de chaud. C'est le dioxyde de carbone, CO2. On conclut que le CO2, synthétique ou bien synthétisé, possède les mêmes propriétés chimiques de son homologue naturel. Passons maintenant au pétrole et ses dérivés. Le pétrole est un liquide visqueux d'origine naturelle qui se trouve dans des gisements situés dans la terre ferme ou sous la mer. Bref, on l'extrait du sol et sa composition dépend de son lieu d'extraction. C'est un mélange pouvant comporter plusieurs composants constitués des millions de molécules différentes. Toutes ces molécules contiennent essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle des hydrocarbures. L'extraction du pétrole se fait en suivant des étapes. Premièrement, on localise les gisements de pétrole. Deuxièmement, on creuse des puits, c'est ce qu'on appelle le forage. Si le pétrole se trouve dans des roches sous la mer, on construit une plateforme à la surface de l'eau. Troisième étape, on pompe le pétrole et on le ramène à la surface. Quatrième étape, on transporte le pétrole extrait à l'aide de grosses canalisations appelées oléoducs. On stocke le pétrole extrait dans de grands réservoirs. À savoir que le pétrole brut ne peut pas être utilisé sans traitement. Il est nécessaire de le raffiner. Et cela se fait dans une usine de raffinage de pétrole. Le raffinage du pétrole désigne l'ensemble des traitements et transformations visant à tirer et à extraire du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale. On va voir à ce niveau l'une de ces techniques appelée distillation fractionnée.
Ça consiste à chauffer le pétrole dans une colonne fermée que l'on appelle colonne de distillation ou bien aussi tour de distillation. La distillation fractionnée permet de séparer les différents composants du pétrole en le chauffant à 400 degrés Celsius dans des tours de distillation. Sous l'effet de la chaleur, les constituants les plus lourds restent à la base comme le goudron et les plus légers montent vers le haut de la tour comme l'essence et les gaz. Après le processus de distillation, on recueille les produits à différents étages de la tour. La distillation du pétrole brut, qui est une transformation physique, donne des dérivés naturels ayant plusieurs utilisations. Carburant gazeux, butane et propane, utilisés dans le domaine domestique et industriel, pour le chauffage par exemple. Carburant liquide, essence, kérosène, gasoil, utilisés comme carburant pour les voitures, les camions et les avions. Des huiles lourdes utilisées dans la fabrication des bougies et d'isolants électriques, ainsi que le goudron utilisé pour le pavage des routes. Certains dérivés sont utilisés dans la pétrochimie afin de synthétiser plusieurs substances comme le plastique. Vous devez retenir que les dérivés de pétrole obtenus directement par distillation fractionnée, qui sont les carburants gazeux et liquides, les huiles lourdes et le goudron, sont des matières totalement naturelles car ils n'ont subi que des transformations physiques, vaporisation suivie d'une condensation. En revanche, les matières traitées en pétrochimie sont des matières synthétiques car ils ont subi des transformations chimiques telles que la gélatine et les friandises, la peinture, des fibres synthétiques et le plastique. Le pétrole, cette matière première qui alimente notre quotidien. Quand on pense au pétrole, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle du carburant qui permet aux automobiles de rouler ou qui sert à se chauffer. Mais chaque logement est rempli de produits dérivés du pétrole qu'on ne soupçonnerait parfois même pas. Et tous les secteurs d'activité sont concernés, de près ou de loin, par l'utilisation du pétrole. Tout autour de nous, le plastique est certainement le dérivé du pétrole le plus connu. L'or noir permet également à chacun de s'habiller. On le retrouve dans les fibres synthétiques comme le nylon et le polyester. Le pétrole fait également partie de l'hygiène quotidienne puisque la plupart des produits de toilette contiennent du parabène, agent de conservation issu du pétrole. C'est le cas notamment des gels douche, des shampoings et des déodorants. Plus étonnant, certains produits hygiéniques que l'on retrouve dans les trousses à pharmacie ont également comme composant indirect le pétrole, comme les antiseptiques ou les pansements. Les secteurs de la construction et de l'agriculture ne sont pas en reste. Les entreprises de travaux publics sont de gros consommateurs de produits dérivés du pétrole et notamment du goudron. La pétrochimie a également été de pair avec le développement de nombreux pesticides et engrais utilisés de presque toutes les exploitations agricoles. L'utilisation de cette matière première ne se limite donc plus au transport, mais concerne bien de nombreux aspects de la vie quotidienne de notre société. C'est la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.